Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Bahouri. M. Bahouri, c'est le premier vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'un des premiers partis politiques d'opposition guinéenne. M. Ba, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité en Guinée, c'est les prochaines élections législatives qui sont fixées au 24 septembre prochain suite à un accord qui a été trouvé entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. Quelle appréciation en avez-vous? C'est vrai, lorsqu'on regarde les actualités guinéennes, on peut dire que le 24 septembre prochain, l'actualité essentielle, ce sont les élections législatives qui auraient dû intervenir 6 mois après l'installation de M. Alpha Condé au pouvoir et qui vont se dérouler pratiquement, si la date est maintenue, parce qu'il faut le dire ainsi, presque 3 ans après l'installation de M. Alpha Condé au pouvoir. Donc, en apparence, c'est cela l'actualité. Mais la véritable actualité, c'est la contestation sociale, une crise politique majeure avec une situation économique fortement dégradée et une détérioration dramatique de la question des droits de l'homme en Guinée. Cela semble être lié à la situation politique en Guinée, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a fallu 3 ans après que ces élections, que la date soit fixée. Il y a un accord qui a été passé entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura élection? Avec la manière dont les choses sont gérées en Guinée, il faut être prudent et sceptique. Pourquoi? Prudent parce que ce sera pratiquement la 4e ou la 5e fois qu'une date a été arrêtée et qu'un décret a été signé pour dire que les élections législatives interviendront à cette date. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, presque 3 ans après l'investiture de M. Alpha Condé, alors que tous les autres pays de la sous-région ont connu des élections présidentielles, ont connu des élections législatives et se sont normalisées, la Guinée a encore de la peine à se mettre sur les rails d'une évolution démocratique normale. Beaucoup estiment que cette fois-ci, il y a l'implication de la francophonie, de la communauté internationale comme garant d'une élection législative en Guinée, d'élections législatives en Guinée. Est-ce que ces garanties vous semblent suffisantes? Vous savez, il y a le dogme au niveau des relations internationales. La question de la souveraineté de l'État est quelque chose qui est le garde-fou qui permet au pouvoir en place, lorsque la situation ne leur convient plus, de dire halte à partir de ce moment-là. C'est notre souveraineté qui est en ligne de compte. Et de ce point de vue, la communauté internationale ne peut pas aller au-delà de la volonté politique en place dans nos pays. En ce qui concerne spécifiquement la question guinéenne, vous savez que les élections présidentielles ont été pilotées avec la garantie de la communauté internationale, avec un groupe de contact international dont M. Ibrahim Fall était l'un des coprésidents. Ça a donné des résultats qui n'ont pas été satisfaisants pour une sortie de crise pérenne en Guinée. Aujourd'hui encore, la communauté internationale s'est approchée, mais la communauté internationale a été simplement facilitatrice d'un contact entre l'opposition et le pouvoir en place et n'a pas les moyens d'aller au-delà de ce que la gouvernance de M. Alpha Condé voudrait qu'elle puisse faire pour que les élections entrent dans un cadre tout à fait normal. Mais si l'opposition guinéenne a signé l'accord, vous faites partie de cette opposition guinéenne, elle doit avoir certainement des garanties par rapport à cela. Personnellement, j'ai dit que depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, ce qui a été beaucoup plus mis en avant, c'est sa volonté systématique de piétiner la Constitution, de violer les lois et les règlements du pays pour lui permettre d'avoir une élection où il mettra en place une Assemblée nationale qui sera totalement sous sa coupe. Et malheureusement, malgré les sacrifices consentis par la population, par les manifestations avec des dizaines et des dizaines de personnes tuées dans le cadre de manifestations pacifiques, en fin de compte, j'ai le regret de le dire, cette opposition a capitulé devant la volonté systématique de M. Alpha Condé, coûte que coûte, d'aller à la mise en place d'une assemblée qui sera totalement sous ses ordres. Mais pourquoi dites-vous que l'opposition guinéenne a capitulé? Par exemple, cette opposition disait qu'elle manifeste pour
empêcher que Weimar et Sabari technologies puissent être les opérateurs techniques de ces élections. Et il y a eu des dizaines de morts dans ce cadre. Et aujourd'hui, les accords ont entériné la présence de Sabari et de Weimar, l'opérateur technique sud-africain, dans le cadre de l'organisation des élections guinéennes. Donc, en fin de compte, tout ce qui a été mis en avant dans le cadre des revendications de l'opposition n'ont pas été mis de côté, ont été plus ou moins mis en œuvre dans le cadre de ces accords politiques. Mais dans l'accord, l'opposition a quand même la possibilité d'avoir des techniciens à elle qui vont participer à l'élection législative, avoir aussi un contrôle sur la façon dont doivent travailler ces deux opérateurs. Ce que je dois dire par rapport à cette question, d'abord une élection législative, et d'ailleurs quelle que soit l'élection, d'abord c'est une question de volonté politique. La volonté politique qui préside aux destinées du pays souhaite-t-elle avoir des élections claires, apaisées et transparentes qui vont respecter le choix des électeurs? Ça, c'est la question essentielle. Ensuite, il y a le cadre du processus électoral global. Ensuite, en troisième position, des questions techniques pour savoir comment un opérateur pourra-t-il intervenir, comment le dépouillement pourrait-il se faire. Les deux questions essentielles, la volonté politique et le cadre du processus électoral global ont été déjà viciés par cette gouvernance qui n'a pas respecté le code électoral, qui n'a pas respecté, disons, les prérogatives de la CENI et qui n'a pas la volonté politique de permettre à la Guinée, une fois pour toutes, d'avoir des élections qui reflèteront la volonté de la majorité de la population. Pour vous, toutes les garanties ne sont pas réunies pour qu'on aille vers législative transparente qui permet à la Guinée de sortir de la transition? Je crois qu'en définitive, après 3 ans de tergiversation, on va s'acheminer vers la victoire de l'impunité, c'est-à-dire la victoire de la violation des lois, de l'utilisation de la terreur, de la violence, pour amener une opposition affaiblie, mais avec une population qui veut aller dans le sens du changement, mais avec des responsables qui se retrouvent affaiblis, qui va se retrouver en fin de compte en train d'entériner la volonté de M. Alpha Condé. Mais la Guinée a quand même besoin de sortir d'une transition. L'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui fait office d'Assemblée nationale, la CNT ne peut pas continuer à être là. Il faudrait bien que les politiciens ou les partis politiques soient à l'Assemblée nationale. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour cela les élections en tant que telles, des élections crédibles, constituent un élément pour une sortie de crise majeure dans un pays. Mais de vraies élections qui vont permettre le choix de vrais représentants de la population. Mais si en fin de compte, l'élection n'est qu'une parodie d'élection, pour simplement montrer devant un miroir qu'il y a eu un vote, alors qu'en réalité, le pouvoir en place a utilisé toute la répression, la terreur, l'intimidation, la violation des lois, le manque de transparence des procédures pour, en fin de compte, faire nommer une assemblée à sa dévotion. Ça ne va pas résoudre la question de la gouvernance globale du pays et au contraire, ça amènerait les populations à douter de la volonté de sortie de crise, vont douter de l'utilité d'un processus électoral en tant que tel, vont s'abstenir ou du moins vont se détourner de ce qu'on peut appeler les voies classiques d'expression de la démocratie parce que les populations ne vont pas s'y retrouver. Vous parlez tantôt d'impunité. On a constaté que quand même il y a eu quelques personnalités, ou bien quelques militaires comme Thieboro Kone, si je ne me trompe pas sur le nom, Camara, qui ont été traduits devant la justice. Il y a aussi l'ancien maire de Conakry qui ont été traduits devant la justice par rapport à ce qui s'est passé le 28 septembre. Pour vous, ce n'est pas un pas pour lutter contre l'impunité en Guinée? Vous savez, hein, l'impunité, ce n'est pas simplement trouver, disons, quelques sous-fifres ou quelques symboles et les présenter devant une opinion tant nationale qu'internationale. La lutte contre l'impunité, c'est la recherche d'une gestion vertueuse
de l'ensemble des affaires de l'État. Et pour un pouvoir en place, la question essentielle, d'abord, est-ce que son approche respecte les règles et les procédures? Si le pouvoir en place utilise et instrumentalise la violence, comme ce qui s'est passé il y a 2 semaines en Guinée forestière où il y a eu plus de 150 morts dans des tueries entre des populations Konyanké et Guerzé, je dis qu'en fin de compte, c'est la justice du plus fort qui utilise sa position pour dire qu'elle rend justice, alors que fondamentalement l'impunité est là, l'impunité est consacrée. Et M. Alpha Condé n'a fait que consacrer l'impunité dans sa gestion durant ces 3 dernières années. Avec ce qui s'est passé en Guinée, avec ces 150 morts dont vous parlez au sud du pays, les affrontements ethniques, interethniques entre guillemets, le pouvoir a dit qu'ils vont mettre en place une commission d'enquête. Bon, c'est toujours comme ça qu'on dit qu'il y aura une commission d'enquête, mais on sait d'ores et déjà que les racines de ce problème sont dans le cadre de la gouvernance actuelle. Bien entendu, ces racines remontent de très loin, mais après 3 ans d'exercice du pouvoir, si vous n'avez pas travaillé à faire en sorte que la réconciliation nationale soit une réalité, que la gouvernance soit apaisée, que tous les Guinéens se sentent des citoyens égaux en droit et en devoir, il va de soi que ce qui s'est passé en Guinée forestière pourrait se répéter et se généraliser sur l'ensemble du territoire. Et je dois même dire qu'au-delà de ça, l'instrumentalisation de certaines milices privées, armées, les donzos, par la gouvernance de M. Alpha Condé, qui ont sévi en Guinée forestière et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire sous forme de gardes forestiers, je dis que ceci est une menace sur la sécurité nationale, est une menace sur la stabilité de la Guinée et donc de la sous-région. Cette violence qu'on voit en Guinée et ensuite cette séparation ethnique entre guillemets, beaucoup nous sont un peu surpris quand ils vont en Guinée. Ils se disent que dans la population, ils ne perçoivent pas qu'il y ait cette césure entre les ethnies. Mais ils vous reprochent, vous, hommes politiques, d'instrumentaliser justement les populations en parlant de Peul, de Guerzé, de Malinké. Je suis au regret de le reconnaître et de le dire. Depuis l'indépendance de ce pays, 1958, la Guinée n'a pas bénéficié d'une gouvernance qui a consacré le respect des droits de l'homme, qui a consacré l'égalité de tous les citoyens devant les lois de la République. Au contraire, les pouvoirs en place ont instrumentalisé les particularismes et les contradictions internes de la société guinéenne pour diviser, pour asseoir des dictatures prédatrices et qui ont fait que la Guinée, malgré ses immenses potentialités économiques, est sur le plan social et sur le plan économique, le dernier en Afrique de l'Ouest. Vous avez été ministre de la Réconciliation en Guinée. On a regardé un peu que la classe politique guinéenne, si on regarde bien la photographie, aussi bien l'opposition que le pouvoir, la plupart d'entre eux, en moi, en autre, ont participé à la gestion des pouvoirs. C'est vrai. Dans une large mesure, surtout ceux qui entourent M. Alpha Condé et ceux qui sont à la tête des oppositions guinéennes aujourd'hui. Mais je reprécise, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale dans une période d'une transition avec en place le général Lansana Conté, juin 2008, décembre 2008, c'est-à-dire c'est le dernier gouvernement du général Lansana Conté avant sa disparition. Et je dois dire que dans le cadre du ministère de la Réconciliation nationale, on a fait une gestion qui a permis dans une large mesure de dédramatiser beaucoup de problèmes qui étaient latents dans la société guinéenne, que ce soit le conflit notamment entre Guerzé et Forestier à travers, disons, les prolongements de la guerre civile libérienne et sierra-léonaise en Guinée. Ensuite, la gestion du passif historique, c'est-à-dire avec cette violation systématique des droits de l'homme depuis plus de 50 ans, il y a eu une dynamique qui a permis d'enclencher un processus qui a permis, après la mort du général Lansana Conté,
d'avoir une transmission du pouvoir, bien entendu avec un coup d'État du CNDD, mais qui ne s'est pas conclu par des effusions de sang ou par des règlements de compte, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui en amont ont travaillé pour que la transition ou la disparition du général Lansana Conté se fasse sans trop de heurts pour la société guinéenne. Et de ce point de vue, j'estime qu'on a réussi à le faire, et je trouve que c'est un élément qui indique qu'il y a des possibilités, qu'il y a des pratiques et des actions politiques qui permettent de gérer correctement les problèmes guinéens pour que ce pays ne soit pas tout le temps en train de se déchirer, ou qu'il y ait des violences entre soit les communautés ou des violences du côté de l'État contre les populations civiles. Beaucoup se demandent, la Guinée est un pays qui est immensément riche, qui a du pétrole, qui a du diamant, qui a des minerais, qui est du point de vue même de l'agriculture très pourvu. On parle de château d'eau d'Afrique. Pourquoi la classe politique guinéenne n'arrive pas à trouver un consensus pour gérer le pays pour le bonheur des populations guinéennes qui souffrent, qui vivent dans une pauvreté extraordinaire? Non, c'est là le mal. Comme dit l'autre, ce ne sont pas les richesses physiques, les potentialités économiques qui constituent une nation. Ce qui constitue vraiment la force d'un pays et d'une nation, ce sont ses ressources humaines. Et si les ressources humaines en qualité sont faibles, il va de soi que quelles que soient les potentialités économiques et les richesses qui existent, il sera impossible de les exploiter à bon escient. Et malheureusement, la Guinée est dans ce cadre. La Guinée n'a pas bénéficié d'une gouvernance ouverte, d'une gouvernance qui voit les problèmes de manière globale et qui agissent en conformité avec les fondamentaux de l'État de droit et de la République. Et c'est la raison pour laquelle ce sont des dictatures qui se sont succédées depuis l'indépendance. Mais aujourd'hui, il y a une donne qui a changé. Laquelle? Les populations revendiquent une meilleure gestion de leurs affaires publiques, interviennent, descendent dans les rues, se font massacrer, mais continuent à revendiquer qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait une meilleure santé, qu'il y ait l'égalité entre tous les citoyens. Et ils en ont marre d'une mauvaise gouvernance qui ne fait que retarder le pays et qui ne fait qu'opposer les Guinéens les uns aux autres, alors que nous savons que ces oppositions sont factices parce que servant simplement à maintenir une petite minorité à la tête du pays pour simplement, dans le cadre d'une gestion prédatrice des ressources de la Guinée. Cette mauvaise gouvernance, est-ce que ce n'est pas la faillite de la classe politique guinéenne? C'est une faillite parce que dans une certaine mesure, c'est l'expression d'une faillite et c'est l'expression d'un échec. Et je crois qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé au pouvoir, qui se targue d'être pendant plus de 50 ans un opposant historique, mais je dis qu'il est le symbole de la restauration et de la mobilisation de l'ensemble des conservatismes qui ont bloqué la société guinéenne, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Il a pu agréger tout cela autour de sa personne pour faire en sorte que la Guinée, en moins de 2 années et demie de gestion, se retrouve complètement bloquée, tant sur le plan institutionnel que sur le plan économique. Alpha Condé vous accuse de dire pendant la campagne électorale, c'est maintenant autour des Peuls. Vous savez, si on rentre dans cette catégorisation, il a dit tellement de choses qu'on continuerait à voir les choses de manière superficielle. Monsieur Alpha Condé est naturellement ethnocentriste, tourné vers le passé. La plupart des gens qui lui ont fait confiance à un moment donné, parce qu'il était de l'opposition guinéenne, contre le général Lansana Conté, se rendent compte aujourd'hui qu'ils se sont trompés de casting. Mais est-ce que ce n'est pas un jeu d'intérêt, en fait, au fond? Il y a un jeu d'intérêt, mais aussi il y a une faiblesse qu'il faut noter. Le débat politique guinéen est très faible. Les acteurs, très souvent, n'acceptent pas de se livrer. On schématise les choses en opposant les communautés ethniques les unes aux autres. Alors que la question fondamentale, c'est la question de la gouvernance du pays et de la prise en compte des questions macroéconomiques, des questions sociales et des attentes des populations.
les populations guinéennes, depuis 2005-2006, ont montré qu'elles sont en phase avec une volonté de changement démocratique, une meilleure gouvernance, une égalité de tous les citoyens, mais malheureusement, sa classe politique est complètement déphasée et la ramène toujours en arrière et ne veut pas faire en sorte que cette société se libère. Et je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui vont se donner les moyens dans l'action actuelle de se donner les moyens de se libérer, de changer la donne et de mettre la Guinée en phase avec l'évolution des pays comme le Sénégal par exemple. La classe politique guinéenne, quand on entend parler souvent, on dit que Boucher Baouri, premier vice-président du FDG, est de l'aile dure de ce parti. Que vous êtes intransigeant sur des questions essentielles. Non, c'est tout à fait légitime. Je vois mon pays qui sombre. Il est de ma responsabilité d'alerter, d'agir pour que ce pays ne sombre pas. Je serai aussi responsable et coupable de me taire et de me compromettre en laissant le pays à la dérive. Regardez ce qui s'est passé en Guinée forestière entre le 15 et le 17 juillet dernier. Des tueries, des gens massacrés, calcinés dans un pays qui se dit normal. C'est inadmissible. Et le président, au lieu d'aller sur le terrain pour apaiser les populations, il prend son avion pour faire une tournée en Afrique centrale. Il n'est revenu qu'en Guinée forestière que 2 semaines après pour un laps de temps de 2 heures pour dire qu'il faut pardonner. Je trouve cela irresponsable et tous les Guinéens, quels que soient les bords politiques ils peuvent se trouver, doivent se rendre compte qu'il est de leur responsabilité de se dire que la situation actuelle guinéenne les interpelle. Et au-delà des Guinéens, les démocrates et les responsables de la sous-région ne doivent pas rester, j'allais dire, indifférents à ce qui se passe à Conakry, parce que ce qui se passe à Conakry est d'un intérêt vital pour l'ensemble de la sous-région. Vous travaillez avec Cellou Dalein Diallo en tant que président de votre parti. Est-ce que vous êtes en phase avec lui sur des questions essentielles? Certains disent qu'aujourd'hui que vous n'entendez pas. Non, il y a une réalité, on a des divergences politiques. Quelles sont ces divergences? Il est pour un dialogue, une compromission avec la gouvernance d'Alpha Condé. Moi, je dis qu'il faut en rester avec les fondamentaux. Un gouvernement qui ne respecte pas la constitution du pays, il est impossible d'engager un processus de dialogue parce que le dialogue doit reposer sur un socle commun. Le socle commun de la République, c'est la constitution et le règlement. Si le gouvernement en place ne respecte pas la constitution, ne respecte pas le cadre qui est le socle commun, les fondements de la République, il va de soi qu'un dialogue dans cet espace ne serait qu'une compromission ou une capitulation. Mais pour avoir un dialogue, il faudrait qu'il y ait un rapport de force. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de l'opposition guinéenne, les rapports de force ne sont pas défavorables? Je crois que les rapports de force sont là. M. Alpha Condé est acculé. L'immense majorité de la population guinéenne s'est détournée de lui. Et je suis sûr que l'ensemble des pays de la sous-région le regardent avec scepticisme. Et c'est une manière de dire que le combat continue, que le processus démocratique est bien entendu à un coût humain très lourd, mais il est en train de se faire et je suis sûr que la Guinée, dans peu de temps, rejoindra le giron des autres pays respectueux des droits de l'homme et de l'état de droit. Mais c'est justement ça le problème. Souvent les manifestations sont organisées à Conakry, c'est des jeunes qui tombent sous les balles des forces de l'ordre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que c'est un grand problème que les jeunes Guinéens soient tués à chaque fois qu'il y a des manifestations? Est-ce que la responsabilité aussi de l'opposition, ce n'est pas de préserver les vies humaines? Vous savez, votre question est fondamentale. Préserver la vie humaine dans un cadre où l'avenir est bouché, l'avenir est bloqué, aucune perspective. Cela veut dire que c'est une condamnation de l'ensemble d'une société à une dérive perpétuelle. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique que dans le contexte actuel, que des hommes et des femmes se lèvent pour dire que nous sommes prêts à donner à aller jusqu'au sacrifice ultime pour que le pays se libère, pour que le pays change, pour que les générations à venir puissent vivre dans un environnement
qui leur permettent de s'épanouir, de se réconcilier et de permettre à la Guinée d'aller dans le sens du progrès et de la modernité. Mais est-ce que pour vous, il y a une possibilité de compromis pour gérer le pays, pour éviter ces tueries? Les tueries, vous savez, un gouvernement qui est prêt à tuer sa propre population pour rester au pouvoir, c'est un gouvernement injuste, c'est un gouvernement qui n'a plus la légitimité de rester en place. C'est valable pour la Guinée comme c'est valable dans d'autres pays que nous connaissons à travers. Est-ce qu'il y a-t-il un compromis possible? Le compromis n'est possible que dans le cadre de l'acceptation commune des fondamentaux de la République. La Constitution, le respect de la Constitution, le respect de l'État de droit, le respect des valeurs fondamentales des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, il peut y avoir des divergences d'approche. Ça se règle dans des compétitions électorales apaisées, sans pour autant que ce soit une lutte à mort entre un groupe contre un autre. Mais si on voit qu'il y a un clan qui est prêt à sacrifier toute une collectivité humaine pour assouvir sa volonté de pouvoir, il va de soi qu'il est de la responsabilité des hommes et des femmes conscients et qui doivent prendre la responsabilité de se dire il faut qu'on arrête cette gouvernance. Oui, Alpha Condé, il y a eu une plainte qui avait été portée contre vous. La cour d'assises guinéenne vous a condamné pratiquement à perpétuité. Vous êtes pratiquement interdit de séjour en Guinée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, que cette question est fondamentale, qu'il faut la régler? La question, va être réglée, mais je crois et je suis intimement convaincu qu'une condamnation par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité, pour un homme politique, pour un homme engagé, ça fait partie du sacrifice qu'il faut assumer pour que demain, que le pays change. Il y a d'autres qui ont laissé leur vie. Moi, j'ai eu le privilège et la chance de vivre encore libre, de pouvoir m'exprimer, et c'est la raison pour laquelle je dois porter encore plus haut et plus fort et de manière beaucoup plus large la voix et le souhait d'une majorité qui n'a pas la possibilité et le privilège que j'ai aujourd'hui. Parce qu'on a vu les négociations qui ont été menées entre le pouvoir et l'opposition. Votre cas, en tant que premier vice-président de l'UFDG, n'a pas été évoqué. Ça aussi, c'est une carence, disons, manque de solidarité, disons, de la communauté des acteurs politiques. Mais vous savez, la Guinée a toujours vécu comme ça. Depuis 1958, chacun se dit, bon, si l'autre est arrêté, condamné, puisque je ne suis pas affecté, je ne suis pas concerné, c'est son problème. C'est comme ça que l'hydre de la dictature s'abat sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, c'est Bahouri, demain, c'est d'autres. Malheureusement, on n'a pas, pour certains acteurs politiques, ils n'ont pas tiré les leçons de l'histoire de la Guinée, l'histoire des dictatures qui se sont succédées. Parce que fondamentalement, si vous voulez arrêter un processus dictatorial, lorsque la liberté des uns est violée, il faut se lever et dire halt, parce que demain, ce sera votre tour. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris ce message, mais la grande majorité de la population guinéenne a compris, et c'est ça qui me vaut le soutien et les encouragements des jeunes, des femmes et des militants, qu'ils soient de l'UFDG ou qu'ils soient des autres catégories de la population. On a vu la situation malienne, ce qui s'est passé, même si les contextes ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, le Mali semble se réconcilier avec lui-même, même s'il y a des choses qu'il faut régler après. Est-ce que la Guinée ne pourrait pas faire l'économie justement de ce genre de situation qui peuvent amener très loin? Non, je suis d'accord. J'en profite pour souhaiter bonne chance au Mali et à la société malienne. Je suis sûr que la Guinée aussi, nécessairement et impérativement, doit s'engager dans cette voie, parce que c'est la voie qui peut amener la paix sociale, qui peut amener la réconciliation et qui peut permettre aux populations guinéennes, qu'elles soient à l'intérieur du pays et à l'extérieur, d'être fières d'être guinéennes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour que la Guinée reparte du bon pied? Parce que c'est un pays qui a beaucoup d'espérance, mais souvent déçu. Quand on vient en Guinée, comme on le disait tantôt, la pauvreté est extraordinaire. Quand vous allez dans des quartiers comme Bambeto, des quartiers comme Hamdallah, les jeunes ont besoin de vivre, s'en sortir. Il n'y a pas d'électricité. Le pouvoir dit aussi qu'ils ont fait des efforts pour
faire changer les choses, qui demandent de construire des routes. Aujourd'hui, que l'électricité, ils se battent pour qu'ils reviennent avec des accords avec des entreprises Grégo. Est-ce que ce n'est pas aussi des choses à encourager? Bien entendu, mais vous savez, d'abord, la caractéristique principale du gouvernement en place ou des acteurs qui dirigent la Guinée aujourd'hui, ils sont marqués par une volonté, disons, de prédation, de détournement des deniers publics. En l'espace d'une année, près de 300 millions de dollars ont été injectés pour améliorer la desserte de la capitale, simplement de la capitale, en électricité. Mais aujourd'hui, le résultat est pitoyable. Le résultat, c'est toujours des coupures et c'est la raison qui explique que les populations, notamment les jeunes, descendent dans la rue et vont encore descendre dans la rue dans les prochaines semaines pour exiger qu'il y ait une meilleure gouvernance du secteur de l'électricité ou de manière beaucoup plus générale pour contester la gouvernance actuelle parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas une volonté d'aller de l'avant. Ces jeunes se battent dans ce sens. Maintenant, pour qu'on puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait à la tête du pays un leadership qui souhaite aller dans le sens des intérêts fondamentaux des populations guinéennes. Si on s'inscrit dans cette logique, il va de soi qu'on trouvera les voies et moyens de régler des problèmes cruciaux et qui permettront au fil du temps d'enclencher un processus de normalisation de la Guinée comme les autres pays. Mais souvent, quand on entend le président Alpha Condé parler, il dit qu'il a hérité d'un pays, mais qu'il n'a pas hérité d'un État. Que chaque pratiquement Guinéen travaille pour ses propres intérêts. Il a une responsabilité parce qu'il se dit depuis 50 ans qu'il est dans l'opposition. Lorsque vous êtes dans l'opposition depuis plus de 50 ans, ce n'est pas simplement le jour où vous êtes au pouvoir que vous devez montrer que vous avez réfléchi, que vous avez les outils pour permettre de redresser la situation économique du pays. Malheureusement, il a accentué les dysfonctionnements de l'économie et de la société guinéenne. Il a accentué les clivages sociaux et ethniques et de ce point de vue, c'est sa responsabilité. Donc, il ne peut pas imputer cela sur un héritage. Il y a certes un héritage par rapport à l'état de délabrement général, mais la situation, la transition lui a permis d'avoir les moyens institutionnels et politiques de permettre à la Guinée de sortir de cette instabilité chronique. Malheureusement, il n'est pas allé dans ce sens. Mais souvent, il donne l'exemple de la caisse centrale en Guinée en disant qu'il y avait plusieurs caisses qui étaient en Guinée. Quand il est venu, il a travaillé pour ce qu'on appelle l'unicité des caisses pour éviter aussi la dilapidation de l'argent. Non, j'aime bien ce terme, l'unicité de la caisse. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? L'unicité de la caisse, c'était centraliser l'ensemble des caisses qui étaient des caisses qui étaient pillées, hein? Qui étaient pillées en une seule caisse dont il est le seul titulaire, c'est lui qui décide, c'est lui qui distribue. Et en fin de compte, est-ce qu'il y a eu une volonté de bonne gouvernance? On peut lui poser la question, où sont les 700 millions de dollars qu'en avril 2011, Rio Tinto, la compagnie minière, a donné à la Guinée dans le cadre d'accords qui ne sont pas encore explicités de manière claire et nette à l'ensemble de la communauté nationale? Où sont les 150 millions de dollars qu'il a reçus de l'Angola et d'autres sommes faramineuses qui lui ont permis en moins d'un an de mobiliser plus d'1 milliard de dollars. Et après, qu'aujourd'hui, que la situation guinéenne soit pitoyable, que le choléra décime les populations de la basse-côte, n'est pas compréhensible. Donc, l'unicité de la caisse, cela veut dire c'est lui seul qui détient les clés pour distribuer à qui de droit, disons, les ressources publiques. Mais pourquoi donc les bailleurs de fonds continuent à faire confiance à la Guinée? On a vu des entreprises s'installer, des investissements. Mais vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il s'est installé au pouvoir, il y a eu une euphorie au niveau de certaines entreprises privées et même au niveau de certaines compagnies minières. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, la plupart des entreprises qui s'étaient ruées vers la Guinée en fin 2010-2011
ont plié bagage. Rio Tinto pratiquement fait semblant de s'intéresser au Simandou sans pour autant donner vraiment les moyens d'aller en avant. Et d'autres compagnies minières, BHP Billiton a quitté la Guinée. La ville de Fria, qui était, disons, la fierté de la Guinée, parce que c'est la première usine d'alumine en Afrique depuis 1960 avec Péchiné. Cette usine, pratiquement, elle est morte. La ville est en train de disparaître. C'est l'hécatombe. Et Russal, pratiquement, abandonne la mine et l'usine. Les autorités guinéennes qui ont la responsabilité de veiller aux intérêts fondamentaux des populations guinéennes sont complètement inactives et c'est une vraie hémorragie. Mais pourtant, le FMI et la Banque mondiale s'intéressent beaucoup à la Guinée. Les derniers chiffres du FMI disent que le taux d'inflation en Guinée a baissé et qu'il y a quand même un taux de croissance qui a commencé à s'installer dans le pays. À un moment donné, il y a eu, en 2011, une normalisation de la gestion financière des finances publiques par rapport à la gestion financière de la transition qui, de ce point de vue, a été calamiteuse. Ça a permis d'avoir des résultats, mais qui ne sont pas des résultats en termes réels économiques, mais qui ne sont que des résultats parce qu'il y a eu plus de normalisation par rapport à une gestion antérieure qui était complètement scandaleuse. Ça, c'est le premier élément. Et dans cette foulée, il y a eu l'atteinte du point d'achèvement. Mais depuis lors, depuis l'année dernière, la spirale inflationniste a repris du terrain. La situation économique est devenue complètement bloquée et il n'y a pas d'activité réelle. Lorsque M. Alpha Condé disait qu'avec l'atteinte du point d'achèvement, que les Guinéens allaient avoir des boubous et allaient danser, pour vous donner un stéréotype de ce qu'on dit à la population, aujourd'hui, les recettes intérieures ont baissé parce que les prévisions n'ont pas été atteintes, parce que la situation politique globale, la situation économique, les perspectives dans le domaine des mines, tout cela s'est retrouvé comme des châteaux de cartes. Et les prévisions du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, de ce point de vue, pour 2014, sont très pessimistes et la situation ne fait que s'empirer, d'où la colère qui monte au niveau de la population pour exiger une nouvelle forme de gouvernance du pays. Mais pourquoi donc le FMI continue à donner de bons points au pouvoir en place? Vous savez, le FMI et la Banque mondiale sont fatigués de répéter toujours le même discours. Et M. Alpha Condé a une capacité. Il a un lobby extrêmement actif à travers ses amis, Tony Blair, Kouchner, Soros, qui font sa publicité. Mais la réalité, la violation des droits de l'homme, les massacres des populations sont là pour dire que ce que certains présentent comme étant un beau miroir, la réalité d'aujourd'hui de la Guinée est inquiétante et catastrophique. Vous ne pensez pas que la Guinée aujourd'hui, avec les FMI et la Banque mondiale qui sont présentes là-bas, qui disent tout le temps que les résultats économiques commencent à se faire sentir, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui justement se poser des questions? Non, je pense qu'il y a une certaine forme de, j'allais dire, de banalisation ou de complaisance vis-à-vis de certains types de gestion en Afrique. Vous pensez que la Banque mondiale et les FMI sont complaisants? Je pense qu'il faut qu'ils soient plus rigoureux, plus stricts. Et que lorsqu'il y a une bonne gouvernance, il faudra le reconnaître. Lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance, il ne faut pas faire plaisir au gouvernement en place parce qu'à terme, ce sont les intérêts fondamentaux des populations qui sont sacrifiés. Une gestion vertueuse, elle est fondamentale. Comment peut-on comprendre avec 1 milliard de dollars entre 2011 et 2012, que la situation économique et sociale de la Guinée soit chaotique, indépendamment de l'atteinte du point d'achèvement? Aucune croissance pour générer de nouvelles recettes, pour atteindre le niveau nécessaire pour
aller dans le sens de la réduction de la pauvreté. La communauté internationale a facilité les choses à M. Alpha Condé, mais M. Alpha Condé n'a pas donné les chances à la Guinée et aux Guinéens de bénéficier soit de l'atteinte du point d'achèvement, de la signature du 10e FED et d'institutions qui permettraient, disons, de renouer avec une gouvernance relativement normale et démocratique. Mais si le tableau que vous plaignez est aussi noir, comme vous le dites, pourquoi M. Alpha Condé, le pouvoir guinéen, est invité à des grands forums internationaux, au sommet du G8, à Londres, et dans les zones où il y a les grands mondes, où la bonne gouvernance quand même est érigée en règle de gestion? Vous savez, il y a ce qui est dit, mais il y a des intérêts qui gouvernent le monde, et certains intérêts sont relativement puissants et qui épaule M. Alpha Condé dans sa stratégie de duperie pour aller parler à Londres de bonne gouvernance, alors qu'on pourrait se poser la question, 700 millions de dollars de Rio Tinto, à quoi cela a servi? Les accords avec les compagnies minières sont toujours renégociés. Pour quelle raison? Les 300 millions de dollars injectés dans le secteur de l'énergie uniquement pour Conakry, à quoi cela a servi? Tout cela mérite du respect et mérite que l'opinion guinéenne soit respectée par tous les acteurs, parce que de ce point de vue, ceux qui donnent de bons résultats à M. Alpha Condé dans ce cadre sont en train de développer une culture d'impunité, une culture de médiocrité qui n'amène pas les dirigeants à se dire qu'il faut avoir une gestion virtueuse des affaires du pays. Et de ce point de vue, c'est l'avenir de toute une collectivité humaine qui est mise en danger, et c'est l'avenir de la paix et de la stabilité de toute une région du monde qui est en péril, parce que simplement, certains n'ont pas voulu, par complaisance, dire à un certain moment, halte, la situation de ce pays est dramatique, la gestion est calamiteuse, il faut arrêter cela. Et il faut que l'opinion nationale soit alertée pour savoir que ces dirigeants ne vont pas dans le sens d'une dynamique vertueuse, allant dans le sens des intérêts. Est-ce que ce n'est pas une raison de plus que vous participiez aux élections législatives? Parce que toutes ces questions que vous posez, vous pouvez les exposer dans le cadre d'une assemblée nationale. Vous posez les questions de transparence, de bonne gouvernance, au pouvoir en place, avec le soutien des populations. Bien entendu, il aurait été souhaitable que cela puisse être possible. Mais la mauvaise gouvernance, elle n'est pas simplement économique, elle est politique et institutionnelle. Le non-respect des lois, le non-respect du cadre réglementaire de l'organisation des élections, l'utilisation de la violence et des tueries pour imposer sa volonté à l'ensemble, l'intimidation, il va de soi que dans ce cadre, des élections ne reflèteront pas une volonté majoritaire, mais ce sera simplement une chambre d'enregistrement qu'on est en train de mettre en place. Mais en Afrique du Sud, Nelson Mandela a connu cette situation-là beaucoup plus dramatique, 26 ans de prison, mais il a eu l'intelligence politique d'aller et de se combattre pour se mettre en place au nouveau système, changer les choses de l'intérieur. Il y a une chose qui est fondamentale dans un pays. Il faut que l'élite ou les élites aient un socle commun, une référence commune. La faillite de l'apartheid a amené la fin, disons, de la discrimination raciale et la nécessité de rénover et de remobiliser l'économie sud-africaine sont allés de pair avec une redistribution. Mais cela a été à une suite de compromis, bien de discussions, entendu. d'échanges. Dans ce cadre, l'État guinéen, c'est un système étatique, néopatrimonial et prédateur qui a atteint ses limites. Il n'y a pas une volonté de la part des dirigeants actuels d'aller au fond des choses. Ils veulent se maintenir dans le cadre de ce système prédateur et néopatrimonial, ce qui fait qu'ils font la même chose que leurs prédécesseurs, et il y a une continuité en la matière. C'est la raison pour laquelle les populations vont se soulèvent pour exiger des changements fondamentaux. Et l'opposition dans tout ça, si le système perdure, c'est parce qu'elle est complice de la situation. Bien entendu, ce qui fait la complexité et le drame de la situation guinéenne, c'est que les oppositions, parce qu'il y en a plusieurs, et le pouvoir sont tellement imbriqués que fondamentalement, le système, dans une certaine mesure, n'est pas remis en cause. Et c'est la raison pour laquelle que depuis maintenant 10 ans,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, la Guinée vit à des rythmes de bouleversements sociaux majeurs parce que la gouvernance n'a pas fondamentalement changé pour remettre en cause les piliers du système prédateur qui est en place. Et c'est la raison pour laquelle il faut une nouvelle politique, une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie qui prend en compte une volonté de changement des populations dans le sens d'une gouvernance démocratique, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Et vous, vous incarnez cette nouvelle voie? Je pense que dans une certaine mesure, à ma modeste mesure, j'incarne cette dynamique, cette volonté de rénover en profondeur la société guinéenne et de changer le système politique qui permettra à la Guinée de se normaliser comme on le voit par exemple au Sénégal. Mais cela consacre donc votre rupture avec votre parti d'origine, l'UFDG? Non, je n'ai pas de rupture avec l'UFDG. Je suis le fondateur de l'UFDG, je suis le numéro 2 de ce parti. Avec le président actuel du parti, nous avons des approches divergentes par rapport à la gestion politique actuelle, mais je suis et je demeure dans l'UFDG et de ce point de vue, j'ai le soutien d'une majorité des militants et des responsables de l'UFDG, tant ceux qui sont à l'intérieur du pays que ceux qui sont à l'extérieur. Loin de la Guinée, vous pouvez changer les choses aujourd'hui? Non, je pense que malgré l'exil que me fait subir, Bahouri existe et une conscience qui est écoutée, entendue en Guinée. Mais ce combat, vous devez le mener à l'intérieur de la Guinée, pas dehors. Non, vous savez, il y a des contraintes objectives qui me poussent à être en exil. C'est pas moi qui ai choisi d'être en exil. Je suis obligé d'être en exil dans le cadre d'une condamnation par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité par un tribunal dont ils n'ont pas donné la matérialité des preuves susceptibles, disons, d'aller dans le sens de cette condamnation. Donc, ça n'a pas commencé par moi. Des Nelson Mandela ont fait la prison, ils ont été traités de rebelles, ils ont fait 26 années de prison et après ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et dans d'autres pays, des hommes et des femmes, en dehors de leur pays, ont contribué à donner de la voix à la volonté de changement qui est en train de bouillir et qui est en train d'émerger dans la société guinéenne d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal, où il y a de très fortes communautés guinéennes qui s'est installée, qui vit ici. Certains même sont des Sénégalais à part entière. Qu'est-ce que le Sénégal peut faire, peut jouer dans l'apaisement et dans le dialogue politique en Guinée? Je sais que le président Macky Sall s'est impliqué pour aller dans le sens, disons, de l'apaisement entre M. Alpha Condé et ses oppositions. Malheureusement, pour le moment, c'est comme ça qu'il faut le dire pour être relativement prudent, ça n'a pas donné des résultats encore. Mais ce que je dois dire, l'avenir de la Guinée et l'avenir d'un pays comme le Sénégal, ce sont deux pays dont les destins sont intimement liés. Il y a une forte communauté guinéenne au Sénégal et nos destins, les destins des deux pays et même de la sous-région doivent aller ensemble. On ne peut lutter contre la pauvreté dans le cadre sous-régional de manière efficace que lorsqu'il y aura une mutualisation des efforts, une coopération pour l'exploitation des richesses dans l'intérêt des populations de l'ensemble de la sous-région. C'est dans cette approche globale et avec rigueur, avec, j'allais dire, avec force, que nos sociétés, les générations les plus jeunes pourront espérer un avenir meilleur. On ne peut pas comprendre qu'un continent comme celui de l'Europe, dans le cadre d'une mondialisation de l'économie, une compétition à l'échelle internationale, ils se donnent la main pour être plus forts et que dans le cadre de notre petite sous-région, on ne va pas dans ce sens, parce que si on ne va pas dans ce sens, les mirages que nous pourrons professer ne resteront que des mirages et nos jeunes ne pourront pas espérer que demain les choses vont changer.
La situation malienne, grâce à Dieu et grâce à l'intervention française, a bougé dans le bon sens, mais il y a des contraintes, il y a des problèmes qui existent. C'est la question de la pauvreté, c'est la question du sous-emploi des jeunes. Il faut leur donner des perspectives et de ce point de vue, c'est de manière solidaire, de manière d'ensemble que nous pouvons aborder ces questions en toute responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'il y ait des leaderships qui émergent dans la plupart de ces régions qui vont dans le même sens et qui comprennent que c'est dans l'intérêt de tous et non pas dans l'intérêt d'un clan qui veut s'accrocher au pouvoir de manière despotique. Aujourd'hui, quel est votre espoir pour la Guinée? Mon espoir, moi, je pense que j'ai confiance en l'avenir. La situation guinéenne n'est pas irrémédiablement perdue. C'est la raison pour laquelle je me bats et j'encourage les hommes et les femmes, qu'ils soient guinéens ou des amis de la Guinée, à s'impliquer encore davantage parce que la question de la paix, la question du développement de cette partie du monde est pas totalement entre les mains des Guinéens, mais la Guinée doit jouer un rôle majeur pour que cette partie du monde puisse espérer un avenir meilleur. Et c'est notre responsabilité en tant que Guinée d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos pays et d'avoir, d'assumer cette responsabilité vis-à-vis des autres pays africains. Et de ce point de vue, nous demandons le concours et le soutien des autres frères et amis de la sous-région parce que nos destins sont communs. Mais tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue. Aujourd'hui, si le pouvoir vous tend la main pour un dialogue sincère, vous l'accepteriez? D'un dialogue sincère, il va de soi qu'il est nécessaire de l'envisager avec responsabilité et avec honnêteté. Dans un dialogue réellement sincère, pas une opération politicienne pour essayer de gagner du temps ou de leurrer les populations. Bien entendu, un responsable politique ne peut jamais rejeter d'un revers de la main un dialogue sincère. Il faut de toutes les façons, à un moment donné, savoir à quel moment faut-il aller dans ce sens, tout en étant intransigeant par rapport au respect de choses qui sont communes, qui devraient être communes à tout le monde. Le respect de la Constitution, le respect de la loi, l'affirmation des principes et la consécration de certaines valeurs comme les droits de l'homme, comme le respect des identités culturelles et sociales de l'ensemble des populations d'un pays. Baouri, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Baouri est le premier vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les amis guinéens qui nous suivent sur la TFM. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la TFM, www.gfm.sn. Merci. Bonsoir. Merci. Merci.